Supérieur, chaque professeur s'occupe de 25 étudiants, pas plus. Francis Kéré a mis à profit son séjour à Mendrisio pour rencontrer cette promotion de 7 étudiants dont la fin du cycle doit être couronnée par l'obtention d'un diplôme, histoire de les encourager et les préparer pour ce qui les attend. Together with Alberto, son autour et l'hémisphère. J'admire Francis Kéré. Mais selon moi, c'est une figure importante aujourd'hui, puisque c'est le seul qui a la force de réagir à la banalisation du global. Il a ramené l'idée d'un principe que l'architecture doit toucher la terre, donc doit changer une condition de nature dans une condition de culture. Et donc doit faire son raisonnement autour d'une localisation et pas d'une globalisation. Nous sommes ici à Milan, en Italie. Francis Kéré a rendez-vous avec ses hommes d'affaires. Il a été sollicité pour l'embellissement de ce bâtiment vieux de 400 ans qui abrite des rencontres internationales. On voit l'épaisseur des murs, on voit tout ce qu'il y a. On est ici dans le Palazzo Lita à Milan et dans le Palazzo, il y aura des expositions avec nos partenaires, donc c'est-à-dire des créateurs et des marques de design. Et on va aussi construire un pavillon dans la cour que vous avez vue avant. Et pour cette année, on a invité Francis Kéré, un architecte burkinabé qu'on aime très bien. La création est une attitude et l'attitude appartient à la personne. Comment un talent international de sa corne, architecte, enseignant-chercheur, construit son temps. Convaincu qu'un événement change l'homme, Francis Diebedo Kéré a lui-même le secret de sa propre réussite qui milite aisément en faveur de l'architecture au service du développement humain durable. Il faut du sport. Voilà, si on ne fait pas le sport, si on ne bouge pas, s'il n'y a pas de mouvement, on s'endort. Donc qu'il fait froid ou qu'il neige, voilà, il faut le mouvement. Et c'est ça qui donne la force et l'endurance de pouvoir continuer. Voilà. Voilà un très bon documentaire sur Francis Kéré, le prix Nobel de l'architecture 2022. Nous sommes sur ce plateau avec le réalisateur de ce documentaire que vous venez donc de suivre. Nous sommes Jean-Pierre Sawadogo. Dites-nous comment est-ce que cette idée est née, l'idée de la réalisation de ce documentaire, parce que c'est un documentaire qui date de 2005. 2015. 2015, voilà. À l'époque, on ne savait pas que Francis Diebedo Kéré, j'allais dire, allait être prix Nobel de la littérature 2022. Comment est-ce qu'est née l'idée donc de l'architecture 2022? Comment est-ce que cette idée est née? Bon, merci chers confrères, et entre nous les confrères, on ne se dit pas merci. Juste vous féliciter pour l'idée de cette initiative d'organiser une table ronde et pour évoquer vraiment ce prix-là qui honore tout le Burkina Faso, et surtout pour avoir eu l'idée d'inviter un technicien en la personne du président du Conseil de l'Ordre des architectes, ici présent. Nous sommes honorés. Voilà, merci. Bon, vous savez que c'était courant 2015, pendant que j'étais encore en activité journaliste à la télévision du Burkina, j'animais l'émission À cœur ouvert. Et j'ai pris monsieur Désiré Yamego, que vous avez vu dans le film là d'ailleurs, qui accueillait les collaborateurs allemands.
Voilà, je l'ai pris dans l'émission à cœur ouvert, mais pendant que j'allais à Koutougou pour préparer l'émission et tout, c'est là que j'ai constaté que j'ai vu M. Francis Kéré qui était sur 2 fronts de construction. Le lycée de Pargo que vous avez vu et l'orphelinat aussi. Et l'orphelinat en ce moment était sur le point d'être terminé. Mais je me suis dit, mais comment? D'où vient le secret de ce monsieur-là? Et c'est là que moi j'ai fait instantanément la suggestion à monsieur Yameuri qui dit, ah non, c'est pas facile d'avoir ce monsieur-là. Et j'ai dit, mais on va essayer. Et on est parti, bon. Puis un premier contact, il n'avait pas le temps. Sur le terrain, vraiment, si tu vois l'homme courir, même, tu n'as même pas envie de le bousculer. Mais j'ai pris ma patience et tout. Et finalement, à force d'insister, un jour, il a marqué son accord, pendant qu'il était déjà de retour à Berlin. Et c'est là qu'on a été en équipe réduite. Je suis parti à Berlin avec Fidel Tamini, et caméraman, mais réalisateur aujourd'hui. Et Dieu merci, c'est lui aujourd'hui le directeur général de la SBT. De la SBT. Voilà. Mais en réalité, c'est quoi? Dans notre métier, c'est plutôt le défi qui fait. Voilà. Moi, j'ai tenu à ce qu'on aille à la découverte de cet homme-là. Vraiment un surdoué dans son domaine, mais malheureusement, qui n'est pas connu dans son pays. Et c'est comme ça qu'on a été. Et on a tourné à Berlin, et on a tourné dans la Suisse romande, où vous avez vu l'université où il enseigne. Et on a été à Milan, et on a été à Bamako, où il a construit le parc national du Mali. Et on l'a suivi aussi dans les différentes réalisations ici au Burkina Faso. Alors, quelles ont été les conditions de tournage? On imagine que tous ces voyages, ça ne s'est pas toujours passé facilement. Ah oui, ça c'est vrai, vous l'avez bien vu, mais comme emprunter cette expression, dans les contes de Savane, le Bouquilien a dit que quand le but est noble, il faut savoir en souffrir. Voilà, c'est-à-dire comme c'était un défi pour moi. Mais advienne que pour il fallait s'y mettre. Et effectivement, bon, on a bénéficié de meilleures conditions en termes d'accompagnement, en termes d'information pour réaliser le documentaire. Mais en collaboration avec Kéré Architecture, basé à Berlin. Voilà, mais si c'est des conditions comme, vous savez, ça n'a pas été facile, mais il fallait faire avec. Et la preuve, vous avez vu son cabinet, où il y a eu une dizaine d'architectures, en dehors de son petit frère, qui était le seul Africain, paix à son âme d'ailleurs, parce que ce monsieur-là est décédé au cours d'un voyage aux États-Unis. Et quand je suis parti pour prendre contact, mais tous ces techniciens-là, surtout européens, personne n'avait mon temps. Hein. Ils n'avaient même pas du regard et tout. Mais c'est comme ça aussi que nous voulions. Quand il y a ces défis-là, mais le lundi, dès qu'on a enclenché le tournage, ils ont commencé à me respecter. Parce qu'ils savent quand même ce que nous voulons, ce que nous recherchons. Oui. En réalité, c'est ça. Alors, on a largement vu le monsieur à l'œuvre dans le documentaire. On a également parlé de lui. On a entendu cet architecte allemand qui a dit qu'il est le seul qui a la force de réagir à la banalisation du global. Ouais. Alors, en tout cas, ce sont des termes qui ont retenu un peu notre attention sur ce plateau. Pour vous qui l'avez côtoyé, si l'on vous demande de le présenter, que diriez-vous? D'accord. Avant de venir sur sa présentation, vous avez parlé de Mario Botta, l'architecte international, qui est le fondateur de l'établissement où Kéré enseigne là. En fait, l'expression, quand on dit que ce qui se ressemble, s'assemble, ça vient vraiment à point nommé. Francis Kéré, quelle que soit la force de son génie, a du respect pour ce monsieur-là. Et c'est vraiment une figure emblématique mondiale dans le domaine de l'architecture. Et pour revenir à votre question, vous savez que les grands hommes, souvent, sont très modestes. C'est ça. Et j'ai
Pendant plus d'un mois, j'ai côtoyé Francis Kéré, mais il souffre si vous lui jetez des éloges. Non, il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas ça du tout. Mais il aime aussi son travail. Vous imaginez qu'un monsieur de sa corne, pendant tout notre séjour, on ne l'a même pas vu dans un seul véhicule. Il n'en a même pas. Et il est 7 jours sur 7 même dans les avions. Mais il a une capacité organisationnelle formidable qui fait qu'il est sur plusieurs fronts dans le monde. Et il fait tellement confiance en ses collaborateurs. Et il suit d'une main vraiment de maître tout ce qui se passe. Mais sa force aussi du génie, c'est ça. Pouvoir adapter la construction à nos réalités. L'architecture donc durable, on va en parler. D'accord. À présent, nous donnons la parole à M. Bazier. Alors, vous qui êtes le président du Conseil de l'Ordre des architectes, est-ce que vous les connaissez personnellement? Est-ce que vous connaissez Francis Kéré? Oui, Francis Kéré de nom, et pour certaines activités également, parce qu'il y a environ 2 ans, lors de la semaine de l'architecte, il a fait présider une conférence dite pour l'ensemble des architectes. Mais personnellement, on n'a pas eu vraiment de rapport, j'allais dire resserré, mais on le connaît par rapport à un certain nombre d'œuvres, et justement dans tout ce qu'il développe comme architecture. Et tu es là, tu es quand même quelque chose d'assez exceptionnel, mais on va dire c'est l'un des rares qui a osé. Il a osé insister et défier un certain nombre de pesanteurs que nous connaissons et qui pourtant, malgré en fait ces difficultés, il a toujours continué à persévérer un peu dans ce domaine, à imposer sa manière de voir les choses. Toutes choses que tout architecte doit réellement rechercher. Oui. Alors, parlons maintenant de ce prix, le prix Nobel de l'architecture qu'il a décroché le 15 mars 2022. Comment est-ce que l'ordre des architectes du Burkina a accueilli la nouvelle? Oui, en tant que co-ordre, tant que président tout d'abord, il y a une fierté réelle pour l'ensemble des architectes au Burkina. C'est quand même c'est un de nos compatriotes qui est distingué. Et connaissant, en tant qu'architecte, on sait aussi ce que vaut ce prix. On sait ce que ça représente. Parce que c'est quand même un prix qui est créé depuis 1979. Et depuis 1919 que ça a été créé, aucun Africain ne l'a jamais eu. Bon, que ce soit la première fois, et c'est un Burkinabé, tu l'as. Tu gagnes ce prix. Mais où vous nous envoyez tellement heureux. Mais pour également l'ensemble de la profession. C'est-à-dire, ça va au-delà des architectes burkinabés. C'est même les architectes de la conférence des ordres de l'UEMOA, de l'Union internationale des architectes, parce qu'il y a des regroupements qui sont là. Et maintenant, peut-être essayer de dire que c'est un Africain qui a eu. En fait, ça veut dire qu'il y a une lumière qui est là, qui est tracée. Et il y a quelque part, on marque un arrêt. Et on se dit effectivement, nous sommes aussi là-dedans. Oui. Et ça, c'est sur cette base, c'est une fierté. Je l'ai appelé personnellement, je l'ai félicité. Donc dès qu'on a entendu la nouvelle. Et c'est une lumière qui se met même sur l'architecture de manière générale. Vous voyez que c'est un métier qui est un peu fermé. Oui. Un peu fermé, étant entendu que ceux-mêmes qui le développent ne sont pas nombreux. C'est un métier qui est méconnu jusqu'à présent. C'est vrai qu'il y a eu des efforts ces dernières années pour pouvoir mettre un peu plus de lumière, mais ça reste toujours vraiment, il y a beaucoup de choses qui restent à faire de ce côté, parce que l'architecture est classée d'une certaine manière. Nous sommes Jean-Pierre Sawadogo, Diebedo Francis Kéré, prix Nobel de l'architecture, excusez-moi, 2022. Ça a forcément, comme le dit M. Bazier, un impact sur l'image du Burkina Faso à l'international. On n'est pas aussi sans savoir qu'aujourd'hui, quand on parle du Burkina Faso, on entend aussi terrorisme. Mais ce prix, quand même, vient redonner un certain éclat à notre pays, à l'international.
et aussi à l'architecture burkinabé de façon générale? Effectivement, vraiment, merci pour la pertinence de la question. Vous me permettrez de dire que c'est Dieu qui est fort. Au moment où notre pays est durement éprouvé par ce qui nous arrive, mais voilà que le pays est honoré par cette distinction. Vous imaginez s'il fallait partir acheter ou comment faire, et quand est-ce allait être le tour du Burkina Faso. Voilà, donc ça veut dire que ça vient ragaillardir et tout le combat. Ça vient stimuler tous ceux qui ont des initiatives. Et pour la circonstance, c'est bien de dire aussi, j'allais dire modestement, on n'a qu'à avoir confiance aussi en nous-mêmes, en nos hommes aussi. En réalité, s'il y a la confiance, s'il y a tout, et vous imaginez la clameur, tout ce qu'il y a eu autour de cet événement-là. Toutes les radios en ont parlé, toutes les chaînes de télévision en ont parlé. Le monde entier avait le focus sur le Burkina. Voilà, donc on peut dire que bon, c'est des choses qui arrivent aussi à point nommé. Et voilà, donc ça va, que ça suscite une sorte de réflexion dans tout Burkinabé, où qu'il soit, et qu'il se dise, moi, en tant que citoyen même, convaincant et convaincu, quelle partition moi je dois jouer, surtout par ces temps qui sont sombres dans le passage de son histoire. Et pour que, à l'image d'un Francis Kéré aussi, que notre pays puisse avoir et partout un rayonnement national et international. Vous l'avez si bien dit, il faut faire confiance à nous-mêmes. Aristide Bazir, on imagine que peut-être il y a beaucoup de Francis Kéré au Burkina Faso, mais qui sont méconnus. Oui, de manière générale, comme je le disais tantôt, hein, la question de l'architecture n'est pas très bien abordée au niveau du Burkina, étant entendu que pour tous ceux qui l'exercent, déjà par rapport au nombre, pour les citoyens ordinaires, tu veux par exemple avoir accès à certains types de logements. Tous ces gens, ils rechignent par exemple à aller directement vers un spécialiste, celui qui est architecte par là, je vais dire. Bon, tout simplement parce qu'on s'est dit que l'architecte, il est cher, il est ça. C'est la question que j'allais poser. Voilà. Mais est-ce que vous n'êtes pas cher? Est-ce que le citoyen lambda peut se permettre d'aller se payer les services d'un architecte? Oui. Et quand on parle de cher, ouais, je pense que c'est relatif. Il faut relativer un peu cette question-là. Ouais, moi, j'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas suffisamment riche pour construire pauvre. Voilà, c'est justement parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources que les seuls éléments, le seul habitat qu'on peut avoir dans sa carrière, je vais parler d'un fonctionnaire moyen du Burkina, il faut mettre tous les moyens pour le faire, pour faire ce bâtiment dans les meilleures conditions. On va y habiter le plus longtemps possible, sans aucun problème. Ouais. Bon, malheureusement, ce côté n'est pas souvent vu. On voit tout de suite comment on va être à l'intérieur, on voit ce qui se dépend tout, parce que on va vers un technicien, on ne peut pas comprendre que un simple papier, quand on dessine, je ne vais pas parler de dessin, avec vous je le dis, mais l'architecte il conçoit. C'est de la conception, en réalité. C'est ça. Voilà, quand on commence à parler de dessin, on va dire qu'il a dessiné. Non, il a conçu. Oui. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qu'il va intégrer pour que celui qui est en face là puisse être dans les meilleures conditions possibles. Et ça va de l'implantation sur le site, de l'orientation par rapport au soleil, des positionnements du bâtiment, des ouvertures qu'il y a à mettre, de tout ce qu'il y a comme lumière qu'il y a à mettre à l'intérieur. Il étudie ça avec vous, avec un groupe de personnes autour de lui, d'ingénieurs multiples. On parlera par exemple de l'ingénieur en structure, il y a des ingénieurs en électricité, des ingénieurs... Tout ça, l'architecte en général, on l'appelle le chef d'orchestre. Tu rassembles tous ces éléments pour qu'à la fin, le bâtiment puisse être dans un contexte bien donné. Et celui qui va y habiter, il est à l'aise pour un certain nombre d'années. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Et comme dans ceux qui ont les, vous me permettez, ceux qui ont les capacités, les moyens de construire, plus de 80% de ceux qui ont les moyens de construire sont des gens, par exemple, qui ne sont pas, excusez-moi l'expression, qui n'ont pas un niveau de culture qui permet de comprendre ça. C'est ça le paradoxe, en réalité. Et donc, ils font plus confiance à ceux, tu vois, quand on voit transpirer. Donc, celui qui mélange le ciment, tu ramasses les briques, il est plus en vue. Alors que derrière tout ça, il y a du génie. Il y a un travail de conception. Il y a un travail de conception qui est fait. Et c'est ça qu'il faut valoriser. Quel que soit l'architecte que vous prenez, si tu travailles sur un projet, ça ne peut pas être pareil que quelque chose qu'on est parti prendre un tâcheron, et puis commencer à monter des murs, ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Donc il faut adapter ça par exemple au climat, à la direction du vent. Exactement, c'est pour ça d'orientation. C'est ça, c'est tout l'architecture durable. Durable, qui est la spécialité et en matériaux. Maintenant on ajoute la question matériaux. Si pour revenir un peu sur la question de Francis, que si vous avez suivi ce qu'il a dit, il a dit tantôt qu'il espère des clients qui vont lui faire confiance. Vous voyez, il y a le plus important pour un architecte. Vous savez que les architectes prêtent serment. On est régi par un code de déontologie. Il y a un certain nombre de choses que les architectes ne peuvent pas se permettre de faire en réalité. Donc, à partir du moment où vous prêtez serment, c'est-à-dire qu'il y a une certaine responsabilité que vous avez. Vous ne pouvez pas, de cette manière-là, faire des choses qui sont à l'encontre de ce qui est légal, de ce qui est normal, et même sur le plan, je vais dire, sur le plan éthique. On ne peut pas se le permettre. Donc quand on parle d'architecte, ça doit revêtir l'ensemble de ces critères. Mais maintenant, quand on parle de faire confiance c'est quoi? C'est laisser l'architecte s'orienter véritablement par rapport à l'idée qu'il a. C'est en ça que Francis Kéré excelle. Il y a un certain nombre de choses qu'il a eu à faire. Il a fallu qu'il les fasse avec ses propres capacités pour démontrer que c'est possible. C'est ça. Donc, l'ensemble des matériaux qui sont... Vous voyez, aujourd'hui, peut-être que je vais anticiper sur certaines de vos questions, mais quand vous prenez les matériaux, si vous appelez un certain nombre de personnes, même au village aujourd'hui, si vous dites à des gens de construire avec des BTC, avec du banco, avec des briques de pierre taillées, il ne va pas être à l'aise. Il va vouloir trouver le ciment, les briques en ciment pour construire. Si vous vous promenez dans les villes aujourd'hui, si vous regardez des maisons qui sont faites avec des BTC et d'autres matériaux, allez-y regarder, vous verrez que c'est des gens qui ont les moyens. En fait, la tendance a été inversée. Ce sont les pauvres qui construisent en ciment. Les pauvres veulent construire en ciment parce qu'ils veulent ressembler à ceux qui sont en ville. Parce qu'ils pensent que c'est l'idéal. Et les riches, de plus en plus, savent que, de par leur compréhension de ce qui est véhiculé, on sait aujourd'hui que les matériaux locaux là, que nous sommes en train d'utiliser, on les utilise dans certaines proportions, tous, ces matériaux-là sont capables de faire en sorte qu'on économise l'énergie. Parce que c'est eux qui ont les moyens en plus. Si vous mettez des climatiseurs, par exemple, dans des salles, et que qui se surchauffent, vous êtes obligé de mettre les climatiseurs à 18 degrés, ainsi de suite. Mais si la salle elle-même elle s'auto-régule, votre climatiseur, si vous mettez à 25 degrés, ça passe. Et vous consommez nettement moins. Mais au village, tant qu'on n'a pas la tôle, on n'est pas arrivé. On va c'est comment on peut le dire ainsi. On cherche à avoir la tôle, parce qu'il faut quand on met la tôle, on dit ah oui, un tel a construit en dur, il a construit en tôle. Mais tout ça aussi, revenez un peu à nos bases. Parce que même dans certains de nos textes, il y a un certain ensemble. C'est pour l'occasion pour en parler, mais il y a un certain nombre de cahiers de charges que vous verrez, où il est écrit. Et pour certaines zones de viabilisation, Oural 2000 et autres, on dit qu'il faut construire en dur. Dans les textes, c'est dit. Avec un certain nombre de commodités, je vais dire de paramètres, un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre. On dit de construire en dur. Mais ça veut dire quoi, construire en dur? Donc, ça renvoie, c'est-à-dire, c'est une question de mental. Ça renvoie les gens systématiquement à rechercher le ciment. Mais moi, professionnel, je sais que le parpaing de ciment n'est pas un matériau écologique. Il n'est pas un matériau bioclimatique, je le sais. Ce n'est pas de l'architecture durable si l'on construit avec c'est sûr, puisqu'à partir du moment où tous les critères, c'est pas réuni dans tous les cas. Par rapport à la terre, il n'y a pas une comparaison, il n'y a pas de comparaison possible. Avec les briques, pour obtenir le même résultat, il faut doubler les murs.
Il y a certaines des images qu'il a eu à présenter, par exemple, quand vous voyez, il y a des ventilations basses. Oui, on a cette école de Pologo, non? Palogo, voilà, et à Koudougou, où on a des fenêtres qui permettent la ventilation naturelle. C'est ça. Et ils ont fait des ouvertures basses. En fait, le principe, c'est quoi? C'est que l'air naturel, l'air chaud, naturellement, a tendance à s'élever. Et l'air frais vient toujours pousser l'air chaud vers le haut. Ça, c'est le principe. Donc, l'air frais passe toujours par les bas. C'est la même chose. Il a laissé des ouvertures par les bas. Donc, il a toujours, ça fait l'appel. Et puis, il y a un rayonnement qui fait en sorte que l'air chaud, puisque les toitures, si vous voulez, les hauteurs sous plafond, quand vous regardez, tel que c'est fait, on a de grandes hauteurs sous plafond, c'est assez haut. Ça, c'est expressement fait par rapport à nos régions. Donc, en Europe, vous n'allez pas voir des hauteurs d'étage qui dépassent ça, qui dépassent 2,70 m ou 2,80 m. C'est bas. Mais c'est normal puisque eux, ils cherchent à s'abriter de tout ce qui est chaud. Et de tout ce qui est, voilà, de ce qui est frais, disons. Nous, c'est l'inverse. Donc, on a, au contraire, comme on veut qu'il soit frais, on élève pour qu'on ait une hauteur qui nous permette d'avoir une... Ce sont les ventilations, les systèmes de ventilation que la régie est en train de faire. Des ventilations, voilà. Donc, on a un confort thermique naturel à l'intérieur des salles, même si on n'a pas quelque chose de mécanique. Donc, voilà, autant d'Elmamé. C'est pourquoi il dit qu'il faut avoir la possibilité de laisser l'architecte la possibilité d'aller jusqu'au bout de ses idées. Et ça, je suis très très content et heureux pour ça, pour ce prix, parce que c'est une des premières fois qu'un prix de ce prix prestigieux, c'est le prix Nobel de l'architecture, est donné par rapport à des projets de cette nature. Et ça, c'est l'innovation. Et c'est ce qu'il y a d'exceptionnel dans ça. Et j'applaudis par rapport à ça. Ça veut dire qu'en fait, on prend en compte tout un parcours. Parce que plus qu'une architecture, c'est un parcours qui est primé en réalité. Il est resté constant, travailleur, et puis surtout convaincu de ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qui doit être fait appel à l'ensemble des architectes. Et c'est cette architecture durable de Francis Kéré qui est récompensée aujourd'hui à travers ce prix Nobel de l'architecture 2022. Dans le documentaire, on a vu quelque part où les toits sont conceptionnés et déposés sur les maisons après. Exactement comme on le faisait, on le fait au village, avec nos cases. Ça veut dire que on peut essayer un peu d'innover avec nos méthodes traditionnelles de construction. On peut essayer d'adapter ça, de moderniser un peu cela et continuer dans ça. C'est plus adapté à nos climats. Ça aussi, c'est de l'architecture durable. Oui, c'est de l'architecture durable. Et comme il l'a si bien dit, c'est pouvoir marier un style moderne à un style traditionnel. En même temps en créant les conditions de motivation d'une communauté. Il a dit que ça ressemble un peu à la construction de la toiture d'une case traditionnelle au village. Et moi, personnellement, qui suis devant vous, j'ai eu l'occasion d'assister quand on était enfant. Arriver, c'est tout un travail organisé. Des gens pour lier les lianes, les gens pour faire chose. Et pour la circonstance, on met des enfants en bas qui reçoivent les fils et qui les attachent. Et c'est pas n'importe qui qu'on mettait dedans. C'était les plus courageux. Puisque pendant tout le temps que ça dure, à un moment donné aussi, pour éviter que vous vous ennuyez, et vous devez vous battre dedans pour qu'on sache ce qui est fort. Et au moment de soulever la case là, le plus fort souvent, il attache le plus faible là, à la case là, et c'est comme ça, et c'est quand on va prendre poser sur la toiture là, et qu'on le détache. Donc ça veut dire que c'est pas n'importe qui rentrait. Et il y avait ce code familial. Quand on introduit, pour qu'on attache avec les cordes, il y avait tout un langage qu'on utilise, de sorte que l'enfant même qui est dedans, et si on lui donne un langage ésotérique et il répond dans la même chose, pour dire que j'ai fini d'attacher, un code vous pouvez faire. Et ça fait, vraiment, c'est toute une communauté. Il y a cette partie où il faut tout le monde pour soulever la toiture. Exactement. Et la déposer sur la maison. Et tout est fait
avec, dans les règles de l'art. Et ça dure. Ouais. Et ça mobilise toute la communauté. Ça traduit en même temps une espèce de solidarité. Et cette solidarité-là, il l'a si bien dit, sur tous ces chantiers-là, il fait en sorte que des gens puissent vraiment vivre un peu de la sueur de leur front. Et il donne l'opportunité à des gens de s'exprimer et mieux d'apprendre. En réalité, c'est ça qui est important. Et parce qu'on dit souvent, il vaut mieux apprendre à quelqu'un de pêcher que de lui donner un poisson. Un poisson. Tout à fait. Et vous l'avez déjà effleuré, monsieur Bazier, l'architecture durable, c'est aussi le choix des matériaux de construction. Des matériaux, oui. Adaptés à notre climat. Exactement. Peut-être un peu, avant de revenir un peu sur ça, et si je complète un peu ce que Jean-Pierre a dit, il permet. En fait, l'aspect qu'il développe le plus qui est important, c'est l'aspect communautaire. En fait, vous voyez, on ne peut pas mobiliser quelqu'un, on ne peut mobiliser quelqu'un qu'autour de ses propres intérêts. Exact. Ce qui est important dans ce type de communauté, c'est toujours un plaisir, c'est toujours une forte reconnaissance quand l'individu sent qu'il a participé à l'érection d'un certain ouvrage. Oui. Il en prend mieux soin. Parce Ça. qu'il sait qu'il a contribué à ça. Et c'est ça qui est le rapprochement de... Ça, c'est une démarche pédagogique, je vais dire professionnelle, qui s'intègre et tu viens en fait se greffer à nos habitudes, à nos habitudes de vie communautaire et qui sont très 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 importantes. Parce que c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'infrastructures. Tu peux venir de nulle part, tu viens parachuter dans un village sans que les principaux qui sont concernés ne sachent comment ça vient et comment c'est venu. Et du coup, bon, on regarde ça du coin de l'œil. À la limite même, on se demande pourquoi c'est bon. Il y a quel intérêt on a à prendre soin de ça. Cet aspect, c'est pris en compte. C'est en toute modestie que je dis, effectivement, ça c'est une très bonne chose. Et là, la personne qui a fait tout ce parcours-là, mais ne permettra à personne d'autre de venir apporter des désagréments à ce qui a été fait. Ça, c'est l'aspect. Maintenant, par rapport aux matériaux, ces matériaux, ils existent sur place. Nous avons la chance de les avoir. En fait, c'est une question de volonté. De volonté, j'allais dire politique. Parce que la plupart de ces matériaux, ils existaient avant, et pas encore au temps de la Révolution d'ailleurs, et peut-être même un peu avant. Il y avait Volbicéram et tous ces trucs-là où on faisait un certain nombre de matériaux locaux qui résistaient, qui tenaient. Une partie des 1200 logements, ce sont ces matériaux qui ont été utilisés, Sokojib et autres, ces matériaux qui ont été utilisés, qui ont été utilisés. En fait, cette politique si elle avait pu continuer, vous imaginez depuis ce nombre d'années-là, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? On aurait eu une grande évolution. Bon, donc comme je dis, il faut revenir peut-être à ces fondamentaux. De toute façon, ça renaît. Actuellement, on sent il y a un certain nombre de bâtiments qu'actuellement on a implémentés, qu'on fait avec des matériaux locaux, notamment le BTC, notamment le BLT, et notamment les briques de terre cuites. BTC, les BTC, c'est les briques de terre compressées. Voilà, le BLT, c'est les blocs de latérite taillés. Taillés, vous voyez, dans certaines zones, par exemple, ils ont fait ça pour certaines appels. Je crois que c'est un des projets. Les blocs de terre compressés, ce sont les briques en banco. C'est la terre qui est stabilisée avec un certain pourcentage, un très faible pourcentage de ciment. Parfois à 7%, 8%, selon les zones. Il y a des bâtiments qui sont là, qui existent avec ça. Mais déjà, en termes de confort thermique, ça n'a rien à voir avec les parpaings de ciment. Ça va ressembler un peu à ce qu'on appelle couramment les briques pleines. C'est ça? C'est bien cela? Bon, c'est plein en général. C'est plein. C'est carrément de la terre. Oui, voilà. Il y a des moules où c'est fait, c'est plein entièrement. Il y a, bon, peut-être qu'il y a certaines dimensions où c'est du 20 par 20 par 9,5 de personnes qu'on pose. Et c'est des murs en réalité qui tiennent. Donc, tu tiens la chaleur, tu tiens certains. Donc, vous avez quand même des écarts de température qui sont assez importants à l'intérieur. Pour ajouter un petit plus à son argumentaire, et ce qu'il vient de dire là, c'est tellement convaincant. Et dans le cadre de notre métier, moi j'ai eu à faire un documentaire, ça va paraître bientôt, mais c'est un chef, le chef traditionnel de Tampuy, qu'on a enterré
et qu'on a déterré 50 ans après. Donc ça veut dire que moi j'ai assisté à tout le processus. Quand le service d'hygiène est venu passer, on a laissé place maintenant aux gens rompus du traditionnel et ils ont creusé. Mais vous imaginez que 50 ans après, on a ressorti les briques de Volbrisseram là, qu'il venait de citer là, qui étaient toujours intactes, 50 ans, sous la tombe. Ouais, c'est pour montrer toute la pertinence et toutes les forces de ces matériaux-là. Voilà. Et qu'on gagnerait bientôt, et bien sûr, à vulgariser. Et vulgariser suppose qu'on mette les conditions idéales pour chaque chose. Si on a la chance d'avoir un ministère qui s'occupe des travaux urbains et autres, il faudrait veiller aussi à intégrer tous ces critères-là qui participent de l'originalité et de l'innovation. De la durabilité. Et de la durabilité surtout. Voilà. Et on revient maintenant à ces questions, à ces questions environnementales. Parce que de plus en plus on en parle. Et les régions, je suis toujours mal à l'aise lorsque je vois par exemple des salles de classe qui sont par exemple les mêmes modèles dans toutes les régions. Alors que ce ne sont pas les mêmes conditions climatiques. Ce pas les mêmes conditions climatiques. Normalement, des salles de classe qui se font par exemple, je vais dire à Dédougou, ça ne doit pas être les mêmes salles de classe par exemple qu'on fait à Dori. C'est pas possible, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Donc, quand on voit ce qu'il y a, on apprécie. Et vous avez vu toujours les toits qui le font et qui le fait, qui débordent. C'est toujours fait, c'est fait exprès. Et tous les architectes savent très bien que, par rapport, lorsque on a des toits qui débordent suffisamment et qui empêchent les rayons solaires d'atteindre les murs périphériques, on met d'abord d'office ces murs-là hors de l'ensoleillement. Et du coup, si les murs ne prennent pas de la chaleur, ça veut dire qu'on a forcément un confort thermique à l'intérieur. Et le vide qu'il y a entre les toits et les bâtiments eux-mêmes fait que l'air chaud qu'il y a, comme je vous ai expliqué le principe, l'air chaud qui a toujours tendance à s'élever, va se disperser. Il ne va pas s'accumuler dans les salles. Ouais, par un local de ce genre, s'il y a de l'air chaud, s'il n'y a pas d'autres issues, ça va rester. Et il faut maintenant de la climatisation, quelque chose de mécanique, pour pouvoir faire disparaître ça. Ça devient une lutte permanente. Alors que naturellement, on a la possibilité de faire évacuer ces airs-là. Mais maintenant, il y a toujours les questions de coûts. Kéré ne vous a pas donné les coûts de ces bâtiments. Maintenant, quand on vous donne ces coûts, voilà pourquoi je reviens maintenant à ce que j'ai dit au début, on n'est pas suffisamment riche pour construire pauvre. Je préfère par exemple que même si on a une politique où on a envie de faire au moins 1000 salles de classe, qu'on puisse en faire 500, mais dans les conditions qu'il faut. Et on va tenir ça au moins sur 20-30 ans sans qu'on ne vienne faire des réhabilitations. Cela peut empêcher les effondrements des bâtiments que l'on constate. Il y a des critères qu'il y a là-dessus. Donc sinon, c'est un ensemble, au-delà des matériaux, il y a même le comportement que les gens doivent avoir. Je vais parler des conceptions, des dispositions, des orientations dont on parle. Si vous regardez la plupart quand on dispose les bâtiments, je vous donne des petits détails par exemple. Donc, là, très souvent on les oriente nord-sud. Pourquoi? Les grandes ouvertures là sont orientées nord-sud. Parce que tout simplement, le soleil c'est est-ouest. Donc si vous orientez les grandes ouvertures est-ouest, ça va prendre bien entendu du soleil. C'est bien cela. Et ça va rayonner à l'intérieur. Et à partir d'un moment donné, ça accumule la chaleur, ça vous le rayonne à l'intérieur. Et peut-être c'est vers les 2h, 3h du matin que cette chaleur qui est à l'intérieur va commencer à se dissiper. Donc vous avez le temps de suffoquer, de souffrir de tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas dans l'air bâtiment tout simplement parce que c'est mal orienté. Mais ça aussi c'est parce qu'on n'a pas voulu aller trouver des spécialistes, des techniciens, pour pouvoir les aider à faire ces implantations. On pense qu'on connaît tout, il y a des maçons, des techniciens. Mais c'est vrai que c'est aussi la faute. On peut pas dire parce que nous ne sommes pas suffisamment communicateurs. On ne fait pas suffisamment de communication autour de ça. Tantôt, effectivement, on dit que les architectes, on ne fait pas trop de publicité, mais ça dit dans le cadre de l'ordre, par exemple, de plus en plus, on fait un certain nombre de partage d'expériences, de communication pour amener les gens à savoir ce qu'on fait réellement
et vers qui il faut aller, parce qu'il y a toutes ces questions-là que les gens ne connaissent pas. Ouais, voilà. Donc on les oriente un peu pour dire, voilà, si vous voulez aller contacter un architecte, voilà comment, on peut même vouloir le contacter sans savoir où il faut le contacter. Donc je pense que de plus en plus, on améliore aussi ces questions-là. On a une image de l'enseigne, du siège de l'ordre des architectes. Mais ça a évolué. Ça a évolué, d'accord. Nettement, c'est devenu nettement, on a embelli ça, hein, c'est plus joli que ça. C'est plus joli que ça. Voilà. C'est un vieux, voilà. Donc, bien ainsi. L'architecture durable, c'est aussi une question de spécialistes, hein, comme vous le dites. Oui. Et des spécialistes, il en existe donc au Burkina. Pour vous qui avez tourné avec Francis Kéré pour les documentaires, est-ce qu'il il participe à des œuvres au plan national et africain? Participer en termes de construction? Oui, des constructions. Oui, bon, je crois savoir que le projet de construction lui est confié. Bon, il est en train de se préparer pour ça. Mais j'ai évoqué tantôt la modestie de l'homme. Et bon, vous savez qu'ici, souvent, il y a une certaine lieu vers les marchés et autres. Bon, un monsieur de sa corde, il n'est plus à ça. Mais maintenant, c'est à vous de savoir à quel moment le solliciter et pourquoi. En réalité, c'est ça. Mais je pense aussi que dans le cadre du développement humain durable, parce que c'est ça aussi, quand on parle du développement durable, humain durable, là, c'est quoi? C'est dire comment gérer le présent sans déranger le futur. Voilà, il faut savoir de plus en plus, par exemple, dans ce domaine architectural, qu'est-ce qu'on va réserver à la postérité. En réalité, c'est ça. Et dans ce sens-là, je pense que les opportunités ne manquent pas. Et là, je le rejoins dans son idée qu'il espère qu'un jour, il y aurait des dirigeants visionnaires qui vont leur faire confiance. Et nous espérons que ça viendra. Et dans notre pays, ce n'est pas les opportunités qui manquent. J'ai eu l'occasion de réaliser un film documentaire que j'ai intitulé SOS Sauvons nos 3 barrages. Et j'ai parcouru tous ces 3 barrages de Ouagadougou là, où c'est des dépotoirs. Des gens même qui aillent jusqu'à déféquer dans les sacs pour aller reverser dans ces barrages-là. Et la première pluie emporte ça et ça crée toutes sortes de problèmes de saleté, sans continuer que les barrages ne font que s'enliser. Et vous faites le tour de ces barrages-là, mais c'est inimaginable. C'est de la saleté, ce sont des saletés vraiment à outrance. Donc, si on fait confiance à ces architectes, ils vont nous édifier des œuvres qui vont nous faire rêver. Et en ce moment-là, plus ça fait rêver, plus ça fait attirer l'extérieur. Et aujourd'hui, comparaison n'est pas raison, mais avec cette fameuse maladie de Covid-19, on a pris le coup dans le domaine touristique, artistique, dans tous les domaines. Donc, c'est le moment de prendre conscience, de prendre ce réveil-là. Et cette maladie est venue nous donner des leçons. Nul n'est indispensable. Même ceux qui semblaient être au-dessus de nous, là, se cherchent actuellement. C'est bien cela. Voilà. Bien cela. Donc, à part le projet de l'Assemblée nationale, il ne participe pas pour l'instant à d'autres projets architecturaux portés, ou j'allais dire architecturaux portés par l'État burkinabé. Voilà. Mais dans d'autres pays africains, il y a des projets. Presque dans tous les pays limitrophes, mais c'est ce que j'ai dit. On a suivi ici le parc national du Mali qu'il a réalisé. Au Bénin également, je crois qu'il a sur le projet du Parlement du Bénin. Voilà. Je pense qu'il a un dossier aussi au niveau du Sénégal, sur lequel il travaille. Voilà. Bon, l'Assemblée ici, je pense que ça doit être l'ancienne Assemblée. Qui a été... je pense que c'était sur ça que je n'ai pas trop suivi. Je ne connais pas très bien le dossier, mais je pense que ça doit être peut-être lié un peu à ça. Il travaille sur ça. Voilà. C'est possible. Voilà. Je ne suis pas très formel là-dessus. Bon, mais de manière générale, je pense que il y a beaucoup de talents, beaucoup de talents, de jeunes architectes qui sortent chaque année et qui s'organisent, qui ont des idées. Ce qui est le plus important, comme Jean-Pierre l'a dit, c'est de faire confiance réellement aux architectes. Toutes tendances confondues, il y a des jeunes, il y a des plus anciens
c'est dans ce brassage-là qu'on arrive à trouver effectivement des idées qui sont très bien et qui peut effectivement permettre au pays d'aller toujours de l'avant. Ce qui est sûr, quand on prend le développement même de la ville de manière générale, peut-être que c'est une question que tu pourrais te poser. Il y a une évolution, quand il y a une évolution sur la qualité des bâtiments, tout au moins sur l'aspect visuel. Il y a quand même plus de... Donc, il y a une diversité. Et de plus en plus, effectivement, les architectes qui sortent, il y a une diversité d'écoles qui les fournissent, qui viennent, mais c'est toujours un. Ça veut dire que c'est l'architecte, il reste un, c'est le même message qu'il va véhiculer. Mais il faut qu'ils aient du travail pour s'exprimer. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup d'architectes qui n'ont pas de travail. Qui n'ont pas de travail pour arriver à faire éclore ses talents. Et Francis Kéré, je suis très heureux pour lui. Il a eu un parcours qui lui a permis, effectivement, d'honorer et de faire ce qu'il fait aujourd'hui, que chaque Burkinabé rêve, que chaque Africain rêve aussi par rapport à ce prix. Et c'est parce qu'il a des moyens personnels pour réaliser ce qu'il a réalisé. Il a ses idées. Voilà. Parce que rarement on fait confiance à l'architecte et on le laisse aller jusqu'au bout. Donc pour prendre des exemples très très simples, bon, je n'ai pas de citer des noms, mais sinon, il y a plein d'enseignes en termes d'expertise au niveau du Burkina. Il y a pas mal de bureaux burkinabés qui ont fait d'énormes expériences à l'extérieur du pays. C'est un allouement presque. Il y a beaucoup de cabinets qu'on fait dénombrer, qui ont fait effectivement dans les sous-régions et autres là, mais toujours avec cette intégrité, qui doit être un label que nous devons défendre à tout point de vue. Et avec la rigueur du travail, et parce que quand ils font aussi, ils vont jusqu'au bout et ils terminent. Ça, c'est des choses qui n'arrivent pas partout. On n'arrive pas à donc, ça, c'est très, très important, et de faire en sorte que ces gens-là continuent à aller dans le même sens-là et avoir le même courage d'exercer et de faire en sorte que plusieurs autres comme surgissent. Et il y aura davantage d'ambassadeurs pour notre pays. Et puis ça, c'est toujours quelque chose qui a l'avantage de l'ensemble de nos autorités. Ça, c'est un cri de cœur, je vais dire. Voilà, vous le dites si bien, beaucoup de Kéré, en tout cas, peuvent émerger du Burkina Faso. Alors, c'est la première fois, on l'a déjà dit, qu'un Africain décroche le prix Nobel de l'architecture. Il se trouve être burkinabé. Au cas où il reviendrait au pays natal, quel serait l'accueil peut-être que l'ordre des architectes lui réserverait? Bon, je pense qu'on aura le temps de travailler de l'accueil-là en conseil de l'ordre et puis avec le concours de l'ensemble des architectes. Mais ce que je peux dire déjà, c'est qu'on a déjà eu des contacts avec le ministère qui nous a contactés, effectivement, pour pouvoir faire un travail préparatif dans ce cadre-là. Bon, je ne sais pas exactement ce que c'est parce qu'aujourd'hui, juste j'ai été contacté. Et je pense que quand on va travailler ensemble, on trouvera peut-être, c'est sûr que l'objectif, c'est de préparer en tout cas, de réserver un accueil qui est digne de cela, quoi, et cette distinction, cette haute distinction, le prix Nobel de l'architecture. Voilà, il y a une première en Afrique et c'est un Burkinabé. Un Burkinabé qui le décroche. Missom Jean-Pierre Sawadogo, il faut s'attendre, en tout cas à un accueil. Vous avez parlé ici du fait qu'il faut valoriser les locaux. On peut s'attendre à un accueil, en tout cas de taille. Oui, on peut s'attendre vraiment à un accueil de taille. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que de plus en plus, les Burkinabés sont devenus plus patriotes. Si je vais dans le domaine du sport, vous voyez, à chaque fois, on est prêt à saluer les talents qui concourent à faire connaître notre pays là. Donc, dans ce sens-là, bon, le souhait, c'est de faire en sorte aussi qu'un accueil digne de son rang lui soit réservé. Et tout ça aussi, c'est l'organisation qui donne vraiment la beauté d'une chose. Et qu'on prenne le temps, comme M. Bazé l'a dit, de concert qu'on puisse travailler. Et vous savez, il n'y a pas de meilleure sensibilité de toucher l'être humain plus que ça. En réalité, c'est ça. Et l'homme, j'ai appris à ses côtés en travaillant avec lui, il est très modeste. Il est très modeste, mais il a encore aussi une force. C'est un monsieur qui est très reconnaissant. Vous avez vu sur les images, il est arrivé, il a nettoyé
et la photo de son papa avec sa chemise. C'est sur les séances tenantes quand vous êtes en réalisation. J'ai dit, mais tiens, cette photo-là, ce qu'il dit, c'est la photo de son père. Mais moi, j'ai tenu à ce que ça figure. Mais on a fait sortir ça de la case avec la poussière. Donc, son premier réflexe, c'est lui-même qui a pris sa chemise pour vraiment essuyer ça. Voilà. Et en plus aussi, vous avez vu, quand ses parents l'ont reçu, il est parti s'asseoir à même le sol et il a reçu l'eau dans la calebasse et il a bu sans complexe. Voilà, en réalité, c'est ça. Donc, moi, je pense que si un accueil chaleureux, digne de son nom, peut lui être réservé, mais qu'à tout le moment aussi, que lui sache que vraiment, il a investi pour le présent et il a investi aussi pour le futur. Alors, peut-être avant de terminer, on va permettre au président du Conseil de l'Ordre des architectes du Burkina de nous redéfinir encore l'architecture durable. Voilà, parce que on en a largement parlé, mais c'est la fin de cette émission. Quel conseil avez-vous à donner à toute personne qui a un projet de construction aujourd'hui par rapport à l'architecture durable dont nous avons largement parlé? Ok, merci. Je pense que, effectivement, on en a parlé en longueur, mais à ce stade, en termes d'architecture, et par rapport aux difficultés que nous avons, c'est l'ensemble de ces difficultés d'ailleurs qui doivent nous orienter vers l'application de ce type d'architecture. Et quand je parle de difficultés, je parle surtout des coûts d'énergie, des énergies que nous avons sur place, et de plus en plus l'environnement que nous avons le devoir de protéger pour les générations futures font que nous devons absolument travailler à utiliser les matériaux que nous avons sur place. Et puis, bon, ça veut dire qu'il y a un développement de l'économie même locale. Parce que tous les autres matériaux que nous sommes obligés d'importer, les tôles et tout ce qu'il y a, la plupart de ces éléments, ce sont des éléments qui viennent d'ailleurs. Le ciment, il y a quand même des sources de production et autres. Là, c'est de l'énergie qu'on consomme. Oui. Bon, c'est vrai que on dira jusqu'à présent que ce sont ces matériaux-là, on l'a dit, c'est assez cher. Mais je tiens quand on veut un certain confort à l'intérieur pour des années, je pense que ce n'est pas cher payé que de s'engager sur une voie pareille en utilisant les matériaux que nous avons par devers nous et qui font en sorte que même l'économie locale même se développe. Prenez le cas par exemple même de nos façons d'empagner. Les façons d'empagner, c'est devenu peut-être c'est un label. Vous n'irez nulle part actuellement dans certaines cérémonies sans que ça ne puisse paraître. Ouais. Donc toutes les formes sont connues aujourd'hui. Bon, de la même manière, nous avons quand même certains éléments qui sont dans le bâtiment. On peut ramener le même principe au bâtiment. Donc de manière à ce que les matériaux qu'on a sur place, là, on puisse les vulgariser. Et c'est en ça que les autorités publiques doivent intervenir. Parce qu'à une large échelle, lorsque les matériaux vont commencer à être utilisés à une large échelle, ça va diminuer forcément les coûts de réalisation. Ouais. C'est parce que justement, on n'en produit pas beaucoup que lorsqu'on va vers pour certains matériaux, ça coûte très cher. Il y a certaines maisons déjà qui sont des usines, qui sont sur place, qui produisent, que ce soit les BLT, que ce soit les BTC, que ce soit d'autres types de matériaux, en tout cas dans le genre, les briques de terre, les plaquettes de terre cuites, même si le coût de production est assez élevé. Mais c'est la finalité qu'on regarde, c'est que ça procure comme confort, en tout cas par rapport aux êtres humains et à nos concitoyens. Donc il ne faut pas qu'on ait peur d'aller dans ce sens. Et ça doit être un phénomène d'ensemble. En même temps qu'on réfléchit à ces questions, les autres matériaux qu'on passe le temps à importer qui ne sont pas de qualité, il faut qu'au niveau de l'État également, on trouve la solution pour limiter l'inondation abusive du marché avec des matériaux qui ne sont pas de qualité, parce que c'est toujours les mêmes problèmes qui se posent. Bon, vous prenez des lampes qui peut-être c'est écrit là-dessus 20 watts, mais ça consomme 40 watts. Voilà. Oui. Donc il y a eu une politique en temps où on a distribué des LED. Ouais. Moi, j'aurais préféré, au lieu de distribuer des LED aux gens, c'est de mettre une structure, par exemple, sur place pour travailler à faire en sorte que les mauvais matériaux ne rentrent même pas sur le territoire. Ça veut dire que c'est des instances de ces gens qui peuvent effectivement souder davantage et de manière à ce que tout le matériel qui rentre là peut aider
à consolider ce qu'on est en train de faire sur place là et faire en sorte que ce que M. Kambou va consommer comme énergie chez lui, en mettant une mauvaise lampe ou un mauvais interrupteur, que par exemple on l'oblige à mettre le bon interrupteur ou la bonne lampe, parce que tout simplement ce pôle qui est juste à côté va bénéficier de suppléments d'énergie que lui, il n'aura pas consommé du fait que le matériel est de bonne qualité. Bon, je pense que c'est une vision d'ensemble. Quand on parle de durable, c'est vraiment un phénomène d'ensemble. Il faut voir ça dans sa globalité. Globalement, et travailler en fait à ce que tous ces éléments-là arrivent à fédérer. Donc il y a des sociétés immobilières qu'il faut orienter. Et donc c'est un travail de synergie avec le ministère de l'Habitat et avec la direction et l'ensemble des architectes qui vont être un peu imprégnés de l'ensemble de ces faits et vont avoir en termes de conception une orientation vers ce que nous voulons et qui va en termes de confort nous aider beaucoup. Ouais. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Allez-y. Bon, moi je dirais rapidement qu'au-delà du prix Nobel décerné à M. Francis Kéré, c'est l'État burkinabé qui est interpellé. Vous imaginez que c'est inscrit en lettres d'or dans l'histoire. Le premier prix Nobel de l'architecture a été remporté par un Burkinabé. Donc désormais, il faut qu'on Le premier prix Nobel de l'architecture en Afrique. En Afrique, a été remporté par un Burkinabé. Il faut que désormais, on intègre cela dans nos comportements et dans nos habitudes. Et c'est l'État aussi qui doit de plus en plus tenir compte de cela. Bon, je prends un exemple. C'est bien de donner l'occasion aux services immobiliers de s'accaparer des terrains, mais que l'État aussi pense à en conserver des portions où on va procéder à des constructions, des cités dans lesquelles on va impliquer les architectures. Je prends l'exemple les cités modèles. Les cités modèles. Et par exemple, les lycées scientifiques aujourd'hui qui émergent là, que par exemple ça respire de l'architecture et partout quand on va arriver, on va dire effectivement les gens ont changé, ils ont donné un autre goût à l'architecture et ça vaut la peine parce qu'on dit chez nous là, il ne sert à rien de louer la femme pour les prouesses de sa sauce si on se rend compte qu'à la fin là on a détecté un verre dedans. Merci à vous. Donc les autorités, en tout cas tous les décideurs, les ministères en charge de l'urbanisme qui sont ici interpellés à s'orienter vers l'architecture durable et à la vulgariser en tout cas davantage au Burkina. Vous avez vu que durant cette émission, le président du conseil de l'ordre des architectes du Burkina s'est dit surpris que toutes les écoles du Burkina Faso soient construites de la même manière à Dori comme à Bankora, alors que ce ne sont pas forcément les mêmes climats. Donc l'architecture durable, c'est cette architecture qui tient compte des conditions climatique et environnementale. On en a largement parlé et c'est la spécialité de Diébedo Francis Kéré, donc qui fait honneur au Burkina Faso en remportant le prix Nobel de l'architecture 2022. C'était le 15 mars dernier. Il est le premier Africain à accéder à cette haute distinction. Nous l'avons largement présenté également durant cette émission. C'est ici que s'arrête cette émission spéciale consacrée à l'architecture et plus précisément à l'architecture durable. Merci à vous, Nebila Aristide Bazier. Vous êtes le président du conseil de l'ordre des architectes du Burkina Faso. Merci pour la disponibilité et merci pour vos conseils, en tout cas durant cette émission en rapport avec l'architecture durable. Merci beaucoup. Merci également à Missom Jean-Pierre Sawadogo, auteur du documentaire donc l'architecture au service du développement humain durable, réalisé donc en collaboration avec le cabinet Kéré Architecture qui appartient à Francis Kéré, le prix Nobel de l'architecture 2022. Le cabinet est basé en Allemagne. Vous avez pu tourner donc ce film documentaire avec lui qui nous a permis aussi de le connaître davantage. Merci à vous pour votre disponibilité. Ok, merci. Et bon vent à vos activités. Merci et merci enfin à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis donc de bout en bout. Merci à l'équipe technique pour son accompagnement. On s'arrête ici pour cette émission spéciale. Merci pour la fidélité à la chaîne des nouvelles idées.